Et avec nous pour ce club, comme tous les mercredis, Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Merci d'être là, rédacteur en chef de Politis, et Nicolas Prissette. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci également d'être avec nous, éditorialiste à La Tribune Dimanche. On va parler de cet entre-deux tours. Ça y est, on connaît la physionomie du second tour. Les candidats avaient jusqu'à hier 18h pour se déclarer. Et on va le voir qu'il y a eu de très nombreux désistements, en grande majorité pour faire barrage au Rassemblement national. Alors les électeurs suivront-ils les consignes de vote? On en parlera dans ce club. Steve, vous les avez scrutés, vous, ces désistements? Oui, il n'y aura que entre guillemets, 95 triangulaires. C'est énorme et c'est beaucoup moins que ce qui était possible à l'issue du premier tour. Analyse à suivre. On regarde évidemment l'actualité dans nos régions. C'est législative. On va voir la campagne des candidats tout de suite. Et durant cet entre-deux tours, nous emmenons voir la campagne des candidats sur le terrain. Aujourd'hui, direction la 3e circonscription du Val-de-Marne. Le député sortant insoumis Louis Boyard est arrivé en tête dimanche. Et pour ce second tour, il y aura une triangulaire. Le candidat Renaissance, Loïc Signor, a décidé de se maintenir pour faire barrage au Rassemblement national. On regarde ce reportage d'Adrien Pain et d'Églantine Mougin. Pareil, on va le faire. À Valenton, dans le Val-de-Marne, pas une minute sans que Louis Boyard soit arrêté pour prendre une photo. On va gagner. Voilà, j'espère. Faut rien lâcher. Hein. Rien. Voilà. On leur laissera pas nous voler la France. Le député sortant de 23 ans a obtenu 42% au premier tour dans sa circonscription et encore plus dans cette commune de près de 3000 habitants avec 61% des suffrages. Objectif 90%. Sûrement ça, il ne faut pas en douter. Ce matin, c'est une autre figure LFI de premier plan qui vient l'aider dans sa campagne. Clémence Guettet, tout juste se réélue dès le premier tour dans sa propre circonscription. Il faut que ça serve à quelque chose, que nous, on ait terminé ce bout de campagne dans nos propres circonscriptions pour éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir dans le pays. Car ce territoire historiquement de gauche vient de connaître un score sans précédent du RN au premier tour. 27%, ce qui le place en deuxième position. La priorité pour LFI, endiguer cette montée de l'extrême droite. Alors, toujours aussi chaud? Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de délinquance. Et puis surtout ici, les gens, il y a un vrai esprit de résistance. En vrai, les gens, ils se laissent pas faire, ils sont fiers. Là, on parle d'extrême droite. Ces gens, tu leur donnes le pouvoir, tu sais pas s'ils te le rendent après. Vous avez des personnes qui déjà sont en colère et qui ont envie de voter par vote de colère. Et on vient leur expliquer, le Rassemblement national, c'est le système, c'est la continuité du système. À quelques kilomètres d'ici, à Boissy-Saint-Léger, aux côtés du candidat d'extrême droite, il ne faut pas attendre longtemps avant qu'il fustige son adversaire insoumis. Le fait que Louis Boyard a déboulé dans un bureau, il a été sorti par la police, enfin, on est dans les méthodes de voyous, là. C'est incroyable. Arnaud Barbotin craint même que les élections ne soient pas réalisées dans les règles. On va aller en préfecture cet après-midi, on va aller s'assurer que le scrutin de dimanche prochain soit conforme aux règles de la démocratie. Ok ? Oui. Ouais. Dans 2 ou 3 bureaux de vote, on m'a signalé des bulletins de vote qui manquaient. On a dans certains bureaux de vote des scores à la Fidel Castro. Hein. Sa candidature s'inscrit dans l'alliance entre le RN et Éric Ciotti. Elle est en plus soutenue par Marion Maréchal. Alors forcément, Arnaud Barbotin cherche les voix d'électeurs à la recherche de plus de sécurité. Dimanche, vous allez voter sur quels critères? Ça serait assez la sécurité. L'extrême droite est arrivée en tête dans une commune voisine, à Villecrène. Et certains sont plus durs à convaincre, comme ce Val-de-Marnais dont le père étranger attend un titre de séjour. Arnaud Barbotin tente de le rassurer. Pourquoi vous voulez faire barrage au RN? Ça m'intéresse, ça serait intéressant. Ils ont dit de refaire toute la demande alors que ça fait quoi? Ça fait depuis 2003 qu'il est ici. Pour vous rassurer, ça ne correspond pas du tout à notre discours. Tous les gens qui sont sur le territoire français et qui travaillent, ils font partie de la communauté. Vous savez, le plus important, c'est que vous puissiez faire un choix éclairé. Je vais réfléchir. Allez, bonne journée, monsieur. Dans cette circonscription, le camp macroniste ne s'est pas retiré, bien qu'étant en 3e position. Alors on va y arriver sans que ces personnes se blessent. Moi, je vote Macron. Bah c'est moi, Macron. À Limeil-Brévannes, opération porte-à-porte cet après-midi pour le candidat Renaissance, Loïc Signor, avec l'espoir d'incarner une alternative contre des candidats qu'il juge être en dehors du champ républicain et surtout pour empêcher une victoire de l'extrême droite. J'ai eu Gabriel Attal, j'ai eu Stéphane Séjourné, on a pris la décision de nous maintenir pour éviter précisément que face à Louis Boyard qui suscite un rejet, y compris de nos électeurs, des électeurs de droite, des électeurs de gauche modérée, j'en ai rencontré beaucoup qui avaient voté pour Raphaël Glucksmann, un vote RN puisse aujourd'hui, dans cette circonscription, l'emporter dimanche prochain. Cet habitant qui a voté blanc au premier tour donnera sa voix au porte-parole de Renaissance, mais un peu par dépit. Je vais être contraint de voter pour vous, parce que je ne veux pas de Front National et je ne veux pas de Mélenchon. C'est pas de gaieté de cœur, parce que je déteste Macron. Mais je vais
depuis l'origine. J'ai jamais voté pour lui. Bien sûr, tout n'a pas été parfait avec Macron. Tout n'a pas été parfait. En 7 ans, c'est pas possible. Mais ce que je rejette, c'est l'attitude parfois irresponsable de certaines oppositions. Pour chacun des 3 candidats, les abstentionnistes du premier tour représentent une manne d'électeurs indispensable pour remporter cette 3e circonscription du Val-de-Marne. Voilà pour l'exemple de cette 3e circonscription du Val-de-Marne. On est donc dans une triangulaire avec un député insoumis arrivé loin devant et puis un candidat du RN et le candidat de Renaissance, Loïc Signor, qui décide de se maintenir pour faire barrage au RN. On a beaucoup parlé du Front républicain, on va en parler. Là, on est dans quoi? Dans une forme de maintien républicain, Nicolas? Oui, c'est ça, c'est le maintien de Loïc Signor qui, si les projections, si le vote se fait à l'identique du premier tour, permettra d'éviter que le Rassemblement national n'emporte cette circonscription, en tout cas limitera les chances que ça se produise ainsi. Donc c'est une posture tactique de la part de Renaissance qui peut tout à fait s'expliquer et se justifier. L'idée du désistement, enfin en tout cas du calcul du second tour visant à éviter que le Rassemblement national l'emporte, c'est pas uniquement s'en aller quand on est 3e, c'est aussi faire en sorte que ce type de comportement de maintien puisse produire le même résultat. Ouais, Pierre, c'est un maintien républicain finalement? Écoutez, je ne sais pas, j'ai quand même le sentiment, en plus, pour avoir un peu suivi la campagne sur cette circonscription-là, il y a une diabolisation de la part de M. Signor, du candidat insoumis qui est Louis Boyard, qui n'aide pas à considérer que ce qu'il fait là, ce serait un maintien républicain. C'est-à-dire qu'il y a une forme de détestation de son opposant politique qui ne participe pas justement de cet état d'esprit du moment qui fait que c'est tout, il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour lutter contre la possibilité de mettre un député de plus du Rassemblement national. Donc je ne sais pas si son maintien va permettre l'élection de Louis Boyard ou pas. J'aurais plutôt le sentiment que ça aurait été plus utile pour lui de faire campagne autour de Louis Boyard qui est arrivé très largement en tête. Son désistement aurait pu... je ne vois pas que l'électorat de M. Signor se mette d'un coup d'un seul à voter pour le Rassemblement national, ni même d'ailleurs pour Louis Boyard, mais sans doute se serait-il abstenu. Donc je ne comprends pas très bien cette décision. On va parler évidemment de ces législatives et de ce front républicain, puisque Steve, les candidats, ils avaient jusqu'à hier 18h pour se déclarer en préfecture. On y voit donc plus clair sur la physionomie de second tour. On connaît les affiches définitives. Oui, les candidats avaient jusqu'à hier, donc mardi 18h, pour déposer leur candidature. Les protagonistes du second tour sont désormais connus. Au total, 221 candidats qualifiés pour le second tour ont finalement choisi de se désister. Ce sont des candidats qui arrivent en 3e ou 4e position. S'ils ont choisi de jeter l'éponge, c'est pour empêcher le RN de remporter le match qui se joue dans la circonscription. Avant ces désistements, le nombre de triangulaires était très élevé, jusqu'à 306 match à 3 candidats était possible pour ce second tour, contre seulement 8 aux élections législatives de 2022. Il y en aura finalement 3 fois moins. Dimanche, il n'y aura que, entre guillemets, 95 triangulaires et 404 duels. Alors, comment ces désistements se sont faits par famille politique? Ils ont été beaucoup plus suivis à gauche. Au total, 132 candidats du nouveau Front populaire se sont retirés dans la majorité des cas. Ils l'ont fait lorsque le RN est arrivé en tête au premier tour. Chez les macronistes, on compte 83 désistements au total. Là encore, dans la vaste majorité des cas de figure, ce retrait s'est fait lorsque le RN est arrivé en tête, Oriane. Il y a quelques cas de figure particulièrement éloquents. 4 ministres et une secrétaire d'État ont décidé de se retirer et de suivre ainsi les consignes données par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Ils étaient tous arrivés en 3e position au premier tour. La ministre chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Fadila Khattabi, la ministre déléguée aux collectivités territoriales, Dominique Faure, et la secrétaire chargée des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Miralles. Toutes ont jeté l'éponge. Parmi les désistements particulièrement intéressants, Oriane, dans le Calvados, Elisabeth Borne cible, on s'en rappelle, des insoumis pendant la réforme des retraites, pourrait bénéficier du retrait du mélenchoniste Noé Gauchard, arrivé 3e au premier tour et qui ne sera donc pas au second tour. Autre bête noire de la gauche, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, devrait à Tourcoing profiter lui aussi du retrait d'un insoumis. Leslie Mortreux, arrivée à la 3e place dimanche, elle a aussi jeté l'éponge. Et puis la navette insoumis
macronistes fonctionnent aussi parfois dans l'autre sens. Dans la Somme, la candidate Ensemble, Alban Branlant, s'est retirée au profit de l'insoumis François Ruffin en ballottage face au Rassemblement national. Reste maintenant à savoir si ce front républicain va être suivi par les électeurs et si les consignes de vote servent encore à quelque chose. Et on va en débattre. Avant de débattre de ça, déjà, c'est le retour du front républicain, Pierre. Oui, absolument. Il a encore un sens, ce Front républicain. Il a d'autant plus un sens que les résultats de Jordan Bardella et de Marine Le Pen à ces élections législatives sont absolument historiques. Il ne retrouve pas encore complètement le nombre d'électeurs que Marine Le Pen avait retrouvé en 2022, mais on s'en approche. Plus de 9 millions de voix si on ajoute les voix de la coalition des députés RN avec la coalition Ciotti. Donc ils font un score colossal, ils sont aux portes du pouvoir, ils sont encore en possibilité d'espérer d'avoir une majorité au moins relative ce dimanche. Donc oui, et je pense que j'entends dire que les discussions de désistement pourraient susciter un intérêt de la part des électeurs à justement aller voter pour Marine Le Pen. Je ne crois pas du tout. Je pense que les gens ont des valeurs, les gens sont accablés par le programme du Rassemblement national et que ces appels au désistement, moi quand j'entends M. Darmanin écrire un mot fort républicain pour soutenir la candidature du communiste Sébastien Jumel ou que M. Muselier défend les candidatures des écologistes dans le Sud, je n'aime pas ce mot de fierté, mais j'avoue avoir un sentiment de fierté devant cette manière dont les uns et les autres, sur le champ et l'espace républicain, résistent face à cette progression du Rassemblement national. Il faudra à un moment donné quand même que, au-delà du front républicain que l'on a connu depuis 2002, tout le monde s'interroge aussi sur la progression du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment qu'ils sont aux portes du pouvoir et qu'à un moment donné, ils vont forcément peut-être y arriver. S'il n'y a pas un sursaut de la part de ceux qui organisent ce front républicain, de se dire que peut-être les politiques qu'ils mènent, de gauche, de droite, les expériences qui ont été celles qui ont été les précédents gouvernements, sans doute donnent une justification aux gens qui votent pour le Rassemblement national. Donc oui, il a encore un sens parce que les gens ont des principes et je pense que le sursaut de mobilisation qu'il peut y avoir encore dimanche va le montrer. C'est très intéressant de voir que dans cet entre-deux tours, il y a y compris, vous l'avez souligné, des candidats de droite qui se sont désistés et qui vont faire élire des candidats insoumis. Alors je pense par exemple à ce qui se passe en Seine-Maritime où un candidat Horizon arrivé 3e se démet, abandonne et ça devrait permettre d'élire Alma Dufour. C'est Laurent Bonnatar qui est proche d'Édouard Philippe. Exactement, alors qu'Édouard Philippe, qui est le chef de son parti, a expliqué qu'il fallait voter soutenir ni le RN ni LFI. Donc on a comme ça des comportements individuels qui sont très intéressants. Et puis on peut aussi trouver d'autres exemples, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez le candidat dissident LFI, Henrik Davy, qui va être soutenu par le candidat LR qui n'était pas qualifié pour le second tour, en tout cas qui a dit qu'il allait voter pour lui. Donc on voit qu'il y a aussi à droite, là où il y a toujours eu des doutes ou une géométrie variable sur le front républicain, mais il y a aussi cette attention et cet engagement qui devrait permettre, en tout cas espère-t-il, de faire en sorte que le Rassemblement national n'est pas la majorité absolue. Et on est quand même passé en 72 heures de l'idée dimanche que le RN était aux portes du pouvoir avec potentiellement la majorité absolue, aujourd'hui à des projections ce matin qui sont très différentes et qui montrent une assemblée plutôt éclatée. Alors peut-être on en parlera, mais en tout cas avec un scénario qui est devenu assez imprévisible et beaucoup moins de certitude pour le RN, à tel point que depuis ces 2 derniers jours, on entend Marine Le Pen commencer, c'était déjà le cas les semaines précédentes, mais en tout cas expliquer que ça allait être très compliqué de gouverner parce qu'ils se rendent bien compte que face à eux, ils ont non seulement l'adversité de la gauche réunie, de la majorité sortante, mais aussi un front républicain qui entend faire barrage à l'extrême droite comme ça s'est produit par le passé. Ouais, un mot, parce que c'est vrai qu'on a entendu, en tout cas dans les premières heures, beaucoup de commentaires dire que la gauche avait des consignes claires, que le camp présidentiel avait des consignes moins claires. Finalement, quand on regarde la liste factuelle des désistements, ça a marché dans les deux camps.
Ça a bien marché dans les deux camps. Je ne serais pas aussi catégorique. Ça a bien marché à gauche. La gauche, historiquement, a toujours joué le jeu des désistements républicains, jusqu'à d'ailleurs perdre des élus dans des assemblées régionales. Il faut se souvenir que dans le Sud, en PACA, ou même dans le Nord, les élus ont décidé de retirer leur liste pour empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir dans le Nord ou en PACA. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de représentation de la gauche dans ces assemblées-là. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Donc c'est quand même pas un geste anodin. Et là, on a le sentiment aussi pour ces législatives que la gauche a fait le plein des désistements républicains, 135 désistements contre, je crois, 70, Steve 83, ouais. Combien 32, 83. Donc oui, ça a plutôt bien marché. Il a quand même fallu beaucoup de pression. Alors après, il y avait moins de cas, parce qu'au final, il ne reste pas de triangulaire. Vous avez vu quand même qu'il y a un certain nombre de poids lourds de la Macronie qui ont quand même hésité jusqu'au dernier moment à retirer leur candidat. Il a fallu il fallait même que l'Élysée, notamment pour le cas de Dominique Faure, l'ancienne ministre, qui voulait pas se retirer et qui avait reçu visiblement un appel du président de la République l'incitant à se retirer. Donc ça va moins de soi. C'est pas la culture politique. Et puis surtout, il faut se dire aussi quand même qu'ils ont tellement passé leur temps à dire que ces gens étaient des extrêmes gauchistes, immigrationnistes, des termes quand même très violents pour cette gauche nouvellement unie, que du coup, c'est vrai que pour l'électorat, ça peut paraître un peu incompréhensible. Mais fort heureusement, sursaut qui consiste à dire le RN, ce n'est pas la même chose que le nouveau Front Populaire. Donc ces désistements sont bienvenus. Après, on verra ce que ça donnera, parce qu'on se disait, est-ce que l'électorat suivra ? Je pense qu'il va y avoir un sursaut de mobilisation, notamment de la part de l'électorat de gauche. Pour l'électorat macroniste, je ne sais pas, on l'a vu d'ailleurs, les progressions des duels de 2017 et 2022. Vous prenez les élections en 2017, sur 80 circonscriptions, il n'y a que 5 candidats RN qui arrivent à battre les candidats macronistes. On est à plus de 50 candidats RN qui battent les macronistes en 2022. Donc la progression est quand même là. Mais encore une fois, j'ai bon espoir, et je pense que les sondeurs nous le disent assez régulièrement, que le sursaut vient vraiment du fait que l'extrême droite peut prendre le pouvoir. Est-ce que les électeurs vont suivre, Nicolas ? Alors, c'est pas sûr. Évidemment, quand on fait les calculs de report, en imaginant que ça soit mathématiquement pur et parfait, on a des résultats qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus intéressants pour l'arc républicain. Maintenant, il faut se souvenir qu'en 2022, les électeurs d'Emmanuel Macron s'étaient pour moitié abstenus dans les seconds tours qui opposaient la gauche au Rassemblement national. Donc, il y a quand même une perte de mobilisation de la part de cet électorat-là qui s'annonce assez forte. Est-ce que cette fois-ci, ça sera différent d'il y a 2 ans ? Est-ce que l'enjeu et le fait que le RN puisse l'emporter va faire en sorte que l'électorat macroniste sera plus nombreux à aller faire barrage ? C'est possible, on peut l'imaginer, mais en tout cas, on ne voit pas ça comme étant non plus des mouvements massifs. Il y a des sondeurs qui ont posé les questions la semaine dernière à l'électorat macroniste. Est-ce que vous allez vous déplacer pour aller voter en cas de duel où le RN serait potentiellement gagnant ? Et là, on retrouve à peu près ce chiffre de 1 sur 2, avec évidemment des scores des reports beaucoup plus favorables quand il s'agit de candidats socialistes ou de candidats écologistes, et plus faibles pour des candidats LFI. Oui. Est-ce qu'ils vont suivre et est-ce qu'ils vont accepter, Pierre ? Parce qu'on a entendu ces Français, une partie d'entre eux en tout cas, qui votent RN parce qu'ils se sentent méprisés, ils se sentent oubliés et ils sentent qu'il y a une fracture entre Paris et eux qui ne se sentent pas écoutés par le pouvoir national. Est-ce que là, d'entendre et de voir qu'il y a des consignes nationales de retrait des candidats qui les privent quelque part d'un choix qui était leur choix de premier tour, est-ce que ça peut être accepté ? Est-ce que ça risque pas de revenir en boomerang ? C'est pour ça, oui, que je pense que le barrage républicain ou les désistements républicains ne peuvent avoir de sens que si, dès lundi prochain, la gauche, la droite, la Macronie se remet en question aussi. Et les expériences passées de la gauche sous François Hollande ont tellement déçu une partie de l'électorat. Je pense que l'espoir qu'a suscité Macron a tellement déçu son électorat qu'il va falloir se poser des questions de comment ces gens-là gouvernent et pourquoi ces gens-là déçoivent. Et d'abord, ils n'auront pas le choix, mais surtout, oui, ils n'auront pas le choix de faire leur introspection et surtout leur mais c'est surtout qu'ils seront minoritaires. On verra à quoi ressemblera l'Assemblée nationale. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, la gauche, en tout cas, j'entendais M. Coquerel, votre invité Oriane, tout à l'heure, dire qu'il avait encore espoir, quand tout était encore possible, que la gauche pouvait avoir la majorité absolue. Je crains que ce soit assez peu probable. Je pense qu'ils peuvent avoir un bon résultat et qu'ils peuvent être
capacité de faire une proposition, une offre peut-être, je ne sais pas si on dit beaucoup que si l'extrême droite a une majorité relative, elle peut se tourner du côté des députés LR pour faire la pointe. Je pense que la gauche pourrait être en capacité de demander à une partie de la macronistes de faire la pointe s'il devait être en capacité de faire une proposition gouvernementale. J'ai entendu Marine Tondelier dire qu'elle était, sans doute la gauche serait la force centrale pour gouverner demain. Il va falloir que les macronistes fassent un certain nombre de concessions. Eh bien justement, on va parler de l'après, puisqu'effectivement la question qui se pose, c'est peut-il y avoir une coalition, une Assemblée nationale plurielle, comme l'a dit Gabriel Attal. On va voir ce qu'en pense Édouard Philippe. Il était l'invité ce matin de la matinale de TF1, il met quelques exceptions. J'ai dit avant le premier tour que j'étais ouvert et que je militais pour une nouvelle majorité parlementaire qui pourrait, le cas échéant, aller de la droite conservatrice jusqu'aux sociodémocrates. Aux sociodémocrates. C'est-à-dire ça s'arrête où en termes de parti? Aux sociodémocrates. Donc socialistes. Je ne crois pas que les communistes soient sociodémocrates. Socialistes, écologistes, oui. Sociodémocrates. Compte tenu de ce que je vous ai dit s'agissant de LFI, il est évident qu'il ne peut pas, de mon point de vue, y avoir une discussion sur une coalition avec LFI. Je ne crois pas d'ailleurs que LFI y soit prêt. Mais moi, je ne l'accepterai pas. Voilà. Est-ce que ça peut marcher, cette coalition? Alors, sans LFI, c'est ce que dit Édouard Philippe. Je l'ai dit plein de fois chez vous, Oriane. Pour moi, si vous êtes honnête intellectuellement, vous regardez le programme du nouveau Front Populaire, c'est un programme social-démocrate. Donc ce que dit monsieur Édouard Philippe est tout à fait... si vraiment il considère qu'il peut gouverner jusqu'aux sociodémocrates, il peut gouverner avec tout l'ensemble des partenaires du nouveau Front Populaire parce que c'est un programme social-démocrate. Après, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un programme de coalition, en tout cas un accord de gouvernement qui tienne jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Ce que je crois possible, en revanche, c'est d'ailleurs ce que dit François Ruffin, c'est la gauche a une majorité relative et il lui manque un certain nombre de voix pour pouvoir gouverner, prétendre à être à Matignon. Et Marine Tondelier a raison de dire hier soir dans un JT de TF1 que le Premier ministre ne pourra pas être macroniste. La défaite, elle est claire et on l'a vu dimanche dernier. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il va sans doute falloir inventer quelque chose qui n'a jamais existé dans la Ve République parce que personne ne va pouvoir prétendre de gouverner tout seul, qu'il va falloir trouver des forces d'appoint. Et que pour faire gouvernement commun, il va falloir, je ne sais pas, se mettre d'accord sur 4-5 propositions, peut-être les 5 propositions phares que propose le nouveau Front Populaire, parce que c'est quand même la force qui arrivera sans doute en tête dimanche soir, et que trouver des macronistes qui sont d'accord pour faire la force d'appoint et faire voter. Je ne sais pas, François Ruffin propose l'abrogation de la réforme des retraites, propose l'augmentation du SMIC, propose la remise de l'impôt sur la fortune et le RIC. Bon, peut-être qu'il y a d'autres points sur lesquels ils peuvent négocier. En tout cas, j'ai compris que la France insoumise refusait catégoriquement de participer à une coalition qui ne consisterait pas à appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Elle peut voir le jour, cette Assemblée nationale plurielle ? Mais elle va voir le jour. Là quand on regarde la liste de départ pour ce second tour, les probabilités statistiquement, et avec les réserves qu'on a faites sur les reports de voix, c'est quand même qu'on ait une Assemblée nationale particulièrement éclatée, avec un groupe RN très très fort, qui n'aura peut-être pas la majorité absolue, et ensuite plein de groupes qui vont essayer de négocier ensemble, sans les insoumis parce qu'ils ne veulent pas, pour voir s'il est possible d'avoir une forme de coalition, mais ça peut être une coalition très faible, c'est-à-dire une coalition qui serait en majorité seulement relative, et qui risquerait de tomber du jour au lendemain si jamais les RN et les LFI votaient une motion de censure. Ça, c'est un scénario qui aujourd'hui existe. C'est-à-dire qu'on devrait à ce moment-là avoir un gouvernement qui serait extrêmement fragile, peut-être constitué de personnalités venant d'horizons très très différents, qui n'ont pas du tout le même programme, qui ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'il faut faire en matière de retraite, en matière de fiscalité, etc. Et qui quelque sorte, gérerait les affaires courantes de la France en attendant que le président de la République prenne d'autres dispositions. Ça, c'est un scénario qui existe. Alors, il y en a qui appellent ça un gouvernement technique, comme ça s'est fait en Italie. Ça sera peut-être le cas. On ne peut pas exclure qu'on se retrouve dans cette situation-là. Mais qu'il y ait des majorités de projets, même des majorités relatives sur les points que vous évoquez, on peut fortement en douter. On ne peut pas du tout, les macronistes, l'accepter. Et de la même façon, on ne voit pas du tout la gauche accepter de prolonger la politique d'Emmanuel Macron jusqu'ici. Donc on ne peut pas exclure qu'on se retrouve dans une situation qui ne serait pas un blocage en tant que tel, mais qui en serait proche et qui serait extrêmement fragile. Il y a quand même une chose sur laquelle M. Édouard Philippe fait une erreur, en tout cas une erreur presque arithmétique. C'est-à-dire que lui, c'est ni FI ni RN.
ces ballots, ça va être sans doute les deux groupes politiques qui vont être les plus importants demain à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous créer une majorité en vous séparant d'une des deux forces principales de l'Assemblée nationale? C'est-à-dire qu'il a beau vouloir constituer une majorité relative... Pierre, mathématiquement, la France insoumise ne peut pas avoir autant d'élus que le Rassemblement national. Donc, le Rassemblement national sera loin devant. Ce que je veux vous dire, c'est que si je prends au mot Édouard Philippe qui dit la coalition peut aller de la droite jusqu'aux sociodémocrates, il n'y a pas de majorité. Enfin, ça n'existera pas. Il n'y aura pas de majorité s'il prend juste les Républicains et les socialistes. Il peut y avoir une majorité et les macronistes. Et même pas. Une petite majorité relative. Ils n'obtiendront jamais aucun vote au scrutin. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de majorité de blocage, c'est ce que vous dites. Il n'y aura pas de coalition de blocage face au Rassemblement national. On ne peut pas se passer, en tout cas, d'un des deux groupes qui aura le plus de députés à l'Assemblée nationale si vous voulez constituer une majorité. Donc la France insoumise jouera un rôle majeur, de la même manière que le Rassemblement national sera sans doute seul, ne pourra pas construire de coalition, peut-être avec quelques députés des Républicains, mais c'est quand même les deux forces principales demain à l'Assemblée nationale. Ah non, vous vous trompez. Je pense que les deux forces principales, ce sera d'un côté le Rassemblement national et de l'autre côté soit la majorité sortante, soit une majorité de gauche sans LFI. Je ne pense pas que mathématiquement, en tout cas, on va faire les calculs ensemble si vous voulez, mais je ne pense pas que mathématiquement la France insoumise soit en situation de Nicolas, je partage votre point, mais là on rentre dans un autre débat qui est celui de comment la gauche s'organise demain, et il est effectivement pas improbable qu'il n'y ait peut-être, je sais pas si les communistes vont arriver à avoir un groupe, mais il n'est pas improbable que demain, pour que la France insoumise ne soit pas le groupe principal de la gauche à l'Assemblée nationale, puisse avoir une coalition ou un groupe qui réunisse les écologistes, les socialistes et les communistes, plus les frondeurs peut-être insoumis, ce qui fait qu'effectivement la France insoumise ne serait pas le groupe principal. Ils resteront quand même une force sur laquelle ce sera difficile de ne pas pouvoir compter. Un dernier mot sur Édouard Philippe, est-ce que plus que la majorité ou une majorité de blocage à l'Assemblée, il vise surtout 2027 et la reconstruction d'un bloc central en vue de la présidentielle? Il a toujours visé 2027 et avec une stratégie consistant à reconstituer un centre droit. Là, il a l'occasion de poursuivre dans cette stratégie. Il y a beaucoup de candidats Horizon au second tour qui lui laissent espérer un groupe Horizon, comme il en avait un dans l'Assemblée sortante. Donc il reste en situation, Édouard Philippe, d'avoir une force sur laquelle il peut s'appuyer pour 2027. Mais compte tenu du contexte et du panorama politique, il faut évidemment qu'il aille chercher au-delà parce que ça ne sera pas suffisant. Un dernier mot, puisqu'on a parlé de la coalition à l'Assemblée, on va se projeter sur une probable cohabitation et peut-être avec le Rassemblement national. Et on va écouter à ce propos ce que disait Marine Le Pen qui attaque d'ores et déjà Emmanuel Macron, c'était hier matin. Quand vous voulez contrer le vote des électeurs, le résultat des élections, en nommant des gens à vous, pour qu'ils vous empêchent à l'intérieur de l'État de pouvoir mener la politique que les Français veulent. Je suis désolé, je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça un coup d'État administratif. Bon, est-ce qu'elle prépare une cohabitation très difficile, Marine Le Pen avec Emmanuel Macron, avec ce type de déclaration? On sent qu'elle perd un peu ses moyens, Marine Le Pen, là, ces derniers temps. En tout cas, je trouve qu'elle retrouve, on retrouve en elle ces différents excès que l'on a pu vivre ces dernières années. De toute façon, effectivement, quand elle anticipait cette possibilité, et on l'a tous anticipé parce que jusqu'à il y a quelques jours, on imaginait que le Rassemblement national pouvait avoir, assez peu difficilement d'ailleurs, une majorité absolue. Vous vous souvenez quand elle explique que c'est un titre honorifique, le chef des armées, je veux dire, quand elle annonce ça dans la presse, on sent que du coup, elle envoie plus qu'un signal, elle teste le président et elle montre ce que peut être une cohabitation avec elle. Donc ce serait une cohabitation avec Emmanuel Macron qui serait évidemment extrêmement difficile, violente. Oui, donc du coup, là, sur cette histoire de nomination des différents personnels administratifs, bon, par ailleurs, elle est un peu revenue dessus. Hein. Elle dit c'est une rumeur, voilà. Enfin bon, on ne sait pas très bien. On sent qu'elle perd un peu ses nerfs, là, Madame Le Pen. La conclusion, Nicolas? Oui, ça fait 3 semaines que le Rassemblement national nous explique qu'en fait, ça va être compliqué de gouverner pour lui. Alors d'abord, son programme, il s'est rendu compte que la moitié était inapplicable parce que c'était trop coûteux. Ensuite, ils se sont dit, s'il n'y a pas de majorité absolue, non, on n'ira pas à Matignon. Et puis hier, que Emmanuel Macron nomme des hauts fonctionnaires, c'est pas du juste et ça serait, pas un respect des règles institutionnelles ou de la République. Bon, on est complètement dans les vérités alternatives. Et c'est l'extrême droite, c'est-à-dire que c'est une famille politique qui ne peut exister ou ne peut vivre que dans l'opposition
et que dans la contestation et les propositions du style Yaka Faucon, et quand ils sont au pied du pouvoir, effectivement, là les choses deviennent plus compliquées. Et puis ils alimentent aussi cette petite musique selon laquelle ils seraient majoritaires dans le pays, ce qui est faux. Et puis ils pourraient pas gouverner parce que les institutions les entraveraient. Ça fait vraiment écho à ce qu'on a entendu aux États-Unis avec l'État profond, etc. Et donc sous-entendu, il faudra nous donner les pleins pouvoirs en 2027. Donc voilà, on est consterné par ce type de déclaration, évidemment. Merci à tous les deux. On continue à parler de ces législatives, évidemment. C'est la une de la presse régionale. Et Steve, à la une, les affiches du second tour. C'est à la une du Courrier de l'Ouest qui s'intéresse aux tractations qui ont eu lieu donc entre dimanche et hier, mardi 18h. Date limite pour déposer sa candidature en préfecture pour le second tour. Pour faire barrage au RN, on compte donc plus de 200 désistements sur lesquels revient le Courrier de l'Ouest. Les dernières nouvelles d'Alsace nous disent que ce front républicain rebat les cartes du second tour. L'objectif d'une majorité absolue affichée, souhaitée, désirée par le RN s'avère de plus en plus compliqué. Pourquoi ont-ils voté RN? C'est la question que pose l'Alsace à plusieurs électeurs. Le parti à la flamme est arrivé en tête dimanche dans 11 circonscriptions alsaciennes sur 15. Un tiers pourrait basculer au second tour. Ça serait historique. L'Alsace n'a jamais élu de député Rassemblement National. Un électeur interrogé sur son choix par nos confrères de l'Alsace explique avoir voté RN pour que les choses changent enfin. On va dans les Pyrénées-Orientales? Allons-y. Le journal L'Indépendant s'intéresse au duel qui va opposer dimanche le RN au nouveau Front populaire dans la ville de Perpignan. Près de 9500 voix séparent la députée sortante RN Sophie Blanc du candidat du nouveau Front populaire, l'insoumis Francis Daps. L'Indépendant se demande si ce retard est rattrapable et surtout si ceux qui ont voté pour la majorité présidentielle au premier tour vont vraiment glisser un bulletin nouveau Front populaire insoumis dans l'urne dimanche prochain. Problématique dont on a parlé et qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs dans l'Hexagone, Oriane. Éric Ciotti, droit dans ses bottes. Interview à lire dans Nice Matin ce mercredi depuis sa permanence niçoise. Éric Ciotti revient sur son choix de s'allier au Rassemblement National. Il en profite pour réécrire l'histoire de sa famille politique et affirme vouloir rompre avec, je cite, 40 ans d'impuissance, ce qui inclut donc les années au pouvoir de la droite républicaine à laquelle il appartenait il y a encore quelques semaines. Il reconnaît aussi ne pas avoir suffisamment mesuré, je cite, la violence de la réaction haineuse de certains de ses anciens amis. Et où est donc la flamme olympique? Je sais pas, on l'avait un peu perdu de vue entre les européennes et ces législatives. Courrier Picard l'a retrouvé pour nous. La flamme olympique arrive demain dans la Somme, 48e étape de son périple. De nombreuses célébrations sont prévues dans le département. Merci beaucoup Steve. La une de Politis, La République c'est eux. Oui, ils font barrage à l'extrême droite et donc voilà, ils font l'honneur de la République et ce soir d'ailleurs je vous invite toutes et tous à la place de la République. Nous organisons Politis avec d'autres médias, des organisations, un grand meeting concert pour battre l'extrême droite. Vous allez chanter? Bien sûr. Alors on vient. Rien que pour vous entendre chanter. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. On lira évidemment la tribune dimanche, ce dimanche. Merci Steve, merci à tous de nous avoir suivis. À 18h vous avez rendez-vous avec Thomas Hutt pour Sens Public. Très bonne journée, à demain.